projet d'élevage industriel de poulets tourne à la foire d'Empoigne. Avec un projet de poulailler géant qui fait polémique depuis 2 ans. C'est pas clair, rien n'est clair. Rien n'est clair au niveau de l'environnement. Des écologistes ont fait arrêter un train pour apparemment défendre une agriculture raisonnée. Le projet de poulailler géant à Longuélan, les opposants viennent d'obtenir gain de cause devant la justice. Entre 2019 et 2021, les habitantes et les habitants d'un petit village breton ont réussi à faire chuter un projet de poulailler industriel géant qui était pourtant budgété à 1,4 million d'euros et qui devait élever 120 000 poulets dans des conditions tout simplement terribles. Et lorsque j'ai appris comment ils s'y sont pris pour faire annuler ce projet, j'ai été très surpris par leur ingéniosité et les stratégies qu'ils ont utilisées, et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager cette histoire-là aujourd'hui. Bienvenue dans l'histoire très inspirante de la lutte contre le projet de poulailler géant de Langoélan. Cette histoire commence au beau milieu de la Bretagne, à la campagne, à quelques centaines de mètres du petit village de Langoélan. Il fait beau, il fait chaud et les oiseaux piaillent. Ce jour-là, Isabelle se trouve sur sa ferme bio où les légumes poussent tranquillement. Mais tout à coup, elle entend du bruit, comme si des travaux commençaient sur la colline juste en face de sa ferme. Alors Isabelle va voir ce qui se passe sur la colline d'en face et ce qu'elle découvre l'horrifie. En fait, des travaux sont en cours pour raccorder ce terrain au réseau électrique et lancer un chantier de construction de poulailler géant. Et un poulailler géant en Bretagne, Isabelle sait à quoi ça ressemble. Alors attention, parce que les images sont vraiment pas belles à voir. Regardez, des dizaines de milliers de poulets sont entassés dans ces élevages géants. Il peut y en avoir jusqu'à 25 par mètre carré, ce qui signifie que la place disponible pour un animal, c'est la surface d'une feuille A4. Les poulets grandissent tellement vite que certains sont si gros que leurs jambes ne peuvent même plus les porter. Et comme on peut le voir dans cette vidéo qui a été publiée par l'association L214, les poulets sont ramassés par une machine énorme qui ressemble à une moissonneuse batteuse au bout de 45 jours de vie seulement. Ils sont ensuite jetés sur un tapis roulant et violemment rangés dans des caisses pour partir à l'abattoir. Alors, je vous avoue que moi, en faisant les recherches pour cette vidéo, c'est la première fois que je voyais des images comme celle-ci. Je pense que par le passé, j'ai dû toujours essayer de détourner le regard. Et ce que je me suis dit en voyant ces images pour la première fois, c'est que c'est juste impressionnant et effrayant à quel point ces animaux ne sont plus du tout considérés comme des animaux. C'est juste en fait de la matière à qui on donne à manger pour qu'elles grandissent. Regardez par exemple cette plaquette de présentation d'une race de poulet qui s'appelle le Cobb 500. Déjà, rien que le nom est effrayant, on dirait une marque d'aspirateur. Et c'est une plaquette de présentation à destination des éleveurs. Le Cobb 500 serait donc le poulet le plus rentable du monde. On dirait plutôt une présentation de produits financiers, pas du tout la présentation d'un animal. Et sinon, en alternative au Cobb 500, il y aurait le Ross 308 qu'on peut apparemment manger au KFC et qui aurait 3 avantages puisque premièrement, il aurait une croissance rapide. Ensuite, il aurait une bonne efficacité alimentaire. Donc ça, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de le nourrir beaucoup pour qu'il grossisse. Et troisièmement, il aurait une excellente viabilité, ce qui veut dire qu'il ne meurt pas trop. Le caca, c'est délicieux. Bref, c'est pas difficile d'imaginer que pour Isabelle, c'est pas forcément kiffant d'avoir un élevage comme ça sur la colline juste en face de chez elle. D'autant plus que ces poulaillers créent aussi un autre problème qui concerne directement Isabelle, puisqu'ils émettent de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est un gaz qui est d'ailleurs naturellement présent dans l'atmosphère et qui est notamment émis par les poulets lorsqu'ils chient. Et oui, vous saviez pas ça, hein. Et cet ammoniac, lorsqu'il est émis en grande quantité, il peut s'allier dans l'air à d'autres particules, notamment au gaz issu des pots d'échappement des voitures, et créer ainsi des particules fines. Et les particules fines, on considère que ça cause la mort d'environ 240 000 personnes dans l'Union européenne chaque année. Voilà, donc vous aurez déjà appris une chose aujourd'hui, les proutes de poulet, ça tue. Bon, en tout cas, disons que c'est un problème. Et ce problème, il est particulièrement grand en Bretagne, parce que c'est la région la plus émettrice d'ammoniac en France. Ça a notamment été révélé et démontré par le média indépendant breton Splan, qui a créé une carte qui recense les points d'émission d'ammoniac les plus importants. Donc si on en revient à Isabelle, eh bien pour elle, c'est tout simplement une catastrophe. Voici exactement l'endroit où est prévu ces deux énormes poulaillers. Mon label bio, je vais le perdre et je n'aurai plus de raison de rester ici, quoi. Mais Isabelle, elle va respirer un grand coup et elle va se demander s'il n'y a pas moyen de se battre pour empêcher ça. Bien sûr, c'est un moment difficile pour Isabelle parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Par où commencer ?
Est-ce qu'une telle lutte peut gagner ou est-ce que c'est voué à l'échec ? Eh bien, c'est justement pour répondre à ces questions-là que j'ai créé cette chaîne YouTube qui analyse et raconte des histoires de lutte écolo ou sociale passée mais victorieuse pour voir quelles stratégies ont été utilisées, qu'est-ce qui est réplicable ou pas. Et vous allez voir que dans l'histoire de la lutte contre le poulailler géant de Langoélan, il y a plein de choses qu'il faudrait absolument réussir à retenir et à répliquer. Pour commencer, il y a une chose qui est bien certaine dans le cas d'Isabelle, et d'ailleurs dans le cas de la majorité des luttes comme celle-ci, c'est que si Isabelle veut s'y prendre seule, ça va être très compliqué. Donc, elle va aller chercher des soutiens. Isabelle va commencer par aller chercher des personnes un petit peu à droite à gauche qu'elle connaît pour créer un petit groupe qui va devenir un collectif citoyen et qui va à son tour aller chercher des soutiens puisqu'il va aller alerter la Confédération paysanne qui est un grand syndicat d'agricultrices et d'agriculteurs. Il y a aussi un lieu d'habitation collectif qui s'appelle Bascule Argoat et qui est situé à une vingtaine de kilomètres de chez Isabelle, de Langoélan, qui entend parler de l'affaire, qui se mobilise et qui se rapproche d'Isabelle. Et ensemble, ils vont former une équipe. D'abord et avant tout, nous devons former une équipe. Autrement dit, vous devrez faire tout ce que je dis. Bon, en vrai, je sais pas du tout comment ça s'est passé entre eux, mais ce qui est sûr, c'est que comme ils savent pas où commencer, ils vont aller à la pêche aux informations. Et c'est pas facile, parce que la mairie de Langoélan va refuser de leur communiquer toutes les informations concernant le projet. Mais avec un peu d'acharnement, ils vont quand même réussir à apprendre que ce projet de poulailler géant devrait comporter 2 bâtiments de 2200 mètres carrés chacun. Il est prévu que 120 000 poulets y vivent en même temps, et que le projet coûte 1,4 million d'euros. Et parmi ces informations, 2 vont être essentielles pour la suite. La première information cruciale, c'est le budget du projet. 1,4 million d'euros, il y a fort à parier que les porteurs du projet vont pas sortir ça de leur poche et qu'il y aura donc des financements publics ou privés. Ça peut être l'État, la région, une banque. Et ça, c'est un point faible pour le projet parce que si jamais ces financements-là n'arrivent pas, le projet échouera très probablement. Vous allez voir que ça va être intéressant et on va y revenir plus tard dans la vidéo. Et la deuxième information primordiale, c'est le nombre de poulets qui doivent grandir en même temps dans ce poulailler. 120 000. Pourquoi c'est important ? Parce que la Confédération paysanne sait qu'au-delà de 40 000 poulets pour un projet, il faut que les porteurs de projet réalisent une étude d'impact et qu'ils obtiennent une autorisation environnementale délivrée par la préfecture. Alors attention, je sais bien que ces mots-là sont ennuyeux et qui donnent envie de tout envoyer balader, mais c'est justement ça qu'il faut réussir à comprendre pour gagner certaines luttes et vous allez voir qu'en réalité c'est pas si compliqué. Cette étude d'impact obligatoire, elle va, comme son nom l'indique, évaluer l'impact du projet sur l'environnement, donc à la fois sur la biodiversité, sur par exemple les émissions de gaz à effet de serre comme l'ammoniac, et ensuite elle va être remise au préfet qui va s'en servir pour dire si oui ou non le projet a un impact trop fort sur l'environnement et délivrer ensuite ou pas son autorisation environnementale. Alors, certaines personnes considèrent que ces études-là, de toute façon, c'est bidon, que ça sert à rien. Souvenez-vous par exemple de la vidéo que je vous ai montrée il y a quelques semaines à propos de la lutte qu'il y a eu à Plogoff, là aussi en Bretagne, mais dans les années 70, où les habitantes et les habitants devaient aussi participer comme ça à une enquête publique. Voilà, à l'époque, le maire avait brûlé les papiers sur la place publique et s'était armé d'un lance-pierre pour repousser les porteurs de projets. À la fin, ça avait marché. Mais en 2019, ça s'est passé différemment. Et le collectif autour d'Isabelle, la Confédération paysanne et les habitantes et les habitants du lieu collectif ont tenté une autre stratégie. En fait, ils ont réussi à récupérer cette étude d'impact qui avait donc été faite et ils ont commencé à l'éplucher pour voir si elle avait été correctement réalisée et pour essayer de commencer à anticiper la réaction du préfet. Et pendant que plusieurs personnes se tapent la lecture et l'analyse de cette paperasse, d'autres lancent une pétition pour commencer à alerter l'opinion publique. En l'espace de quelques semaines, la pétition obtient des dizaines de milliers de signatures et forcément, ça attire l'attention des médias et aussi des personnalités publiques. Dans la foulée, une tribune qui demande l'arrêt de ces fermes-usines est signée par 200 personnalités comme Pierre Ninet, Brigitte Bardot ou encore Nagui, le présentateur télé. À travers la tribune, ces personnalités disent notamment « Nous ne voulons plus d'élevage intensif, destructeur de la biodiversité, acteur de la déforestation ». Entre la pétition de Langoélan et cette grande tribune nationale, l'attention des médias est acquise. C'est donc ici, dans le nord de Langoélan, que devrait se construire prochainement un poulailler capable d'accueillir 120 000 poulets. Aujourd'hui, c'est un champ vide, désert. Mais bientôt, 120 000 poulets pourraient être élevés ici, dans un poulailler géant comme celui-ci. Les médias, c'est comme vous, quand vous étiez au collège, ça copie les voisins. Tout d'abord, le journal Libération, qui raconte l'histoire du point de vue des opposants. Il titre « Un bloc contre les coqs en stock »
et il souligne les aspects environnementaux, par exemple, en rappelant que le projet se situe en zone Natura 2000. Tandis que les médias plus conservateurs, comme Europe 1, eux, ils voient qu'il se passe quelque chose, mais ils se disent « c'est encore des écolos excités là-bas en Bretagne, regardez comment ils parlent d'Isabelle ». Isabelle Villette, qui se trouve exploitée juste en face des terres bio. Alors depuis des mois, elle s'est donné le titre de lanceuse d'alerte et elle a embrigadé les écologistes du coin. Ouh, attention, une dangereuse écolo qui embrigade les gens. Ils vont encore se radicaliser. Alors je suppose que Europe 1 va encore nous dire « Oui, ça fait beaucoup de poulets, certes, mais c'est pas si simple. » Sauf que rien n'est vraiment aussi simple et que ce projet, justement, est soutenu par la région. En voilà une information intéressante relayée par les médias. La région subventionnerait le projet. En approfondissant les recherches, le collectif apprend que la région compte subventionner le projet à hauteur de 50 000 €. Mais, alors que la machine médiatique s'emballe, que l'opinion publique semble basculer plutôt du côté des opposants et que notre collectif d'habitants a récolté de plus en plus d'informations utiles, une terrible nouvelle va tomber. Le préfet du Morbihan, Patrice Faure, a terminé la lecture de l'étude d'impact et décidé de délivrer l'autorisation environnementale. La voie est libre pour lancer le chantier de construction du poulailler géant. Les soutiens au projet se frottent les mains et parmi eux, on a les 2 agriculteurs qui portent le projet, la mairie de Langoélan qui les soutient, la région Bretagne qui subventionne le projet, le préfet du Morbihan qui a donné l'autorisation environnementale, probablement une banque privée ou un financeur qui va apporter des fonds supplémentaires et très certainement aussi une coopérative agricole. Parce qu'en réalité, les fermes-usines de ce type-là sont seulement des rouages d'un système bien plus large. Et oui, arrêtons-nous un moment sur cette histoire de coopérative agricole parce que les 2 agriculteurs qui portent le projet, ils sont pas du tout si indépendants que ça. Derrière eux, il y a une marque, Sanders. Flanders. Non, Sanders. Sanders, c'est une filiale du groupe agroalimentaire énorme Avril qui tire les ficelles. Et vous allez voir que le système, il est particulièrement pernicieux. Concrètement, Sanders livre des jeunes poulets et de l'aliment à des poulaillers géants. Les agriculteurs qui gèrent ces poulaillers, ils s'occupent seulement de faire grandir les poulets pendant 45 jours avant de les revendre à nouveau à Sanders. Et pour Sanders, l'avantage, il est très clair, c'est que si le poulailler fait face au moindre problème, c'est pas leur affaire. Qui est-ce qui s'endette au début pour lancer le projet? C'est pas Sanders, c'est les 2 agriculteurs. Qui est-ce qui se retrouve en difficulté si par exemple une maladie ravage tous les poulets? C'est pas Sanders, c'est les agriculteurs. Si le prix de l'électricité augmente, qui est-ce qui paye? C'est pas Sanders, c'est les agriculteurs. Donc tous les risques qui sont liés à ce type d'activité sont portés par les agriculteurs, alors que les bénéfices, eux, ils reviennent bien à Sanders, parce que Sanders fixe les prix de rachat des poulets. Et c'est ça, en fait, que les syndicats agricoles comme la Confédération paysanne appellent l'ubérisation de l'élevage. Et d'ailleurs, le collectif d'habitants et Isabelle comprennent très vite que Sanders est étroitement lié au projet. Écoutez ceci. En septembre 2020, les opposants au projet réussissent à obtenir l'organisation d'un débat dans le cadre de la poursuite de l'étude d'impact. Et qui est-ce qui vient défendre le projet des 2 agriculteurs? C'est un employé de Sanders. Quoi qu'il en soit, les opposants au projet en profitent pour organiser un grand pique-nique festif juste à côté de l'endroit où le débat est organisé et ils vont lancer une série de manifestations, dont celle du 20 novembre 2021, en plein Covid, où 400 personnes vont se réunir devant la mairie de Langoélan. Illustration à Langoélan dans le Morbihan avec un projet de poulailler géant qui fait polémique depuis 2 ans. Isabelle Rettig, Jérémy Leclanche. En cette période de vœux, les opposants aux fermes-usines ont voulu eux aussi émettre leurs souhaits pour 2021 à l'occasion de ce rassemblement. Pique-nique, manifestation, pétition, tout ça, c'est très bien, notamment pour gagner l'opinion publique et montrer à Sanders qu'ils ne sont pas en terrain conquis. Mais n'empêche que pour véritablement faire basculer le projet, ça suffit pas. À ce stade de la vidéo, j'ai envie de vous raconter quelque chose que j'ai appris ces dernières années. Avant, quand j'entendais parler d'un projet comme celui-ci, clairement nuisible, je me disais que le bon sens finirait par l'emporter. Je me disais, c'est sûr, si les médias s'intéressent à une question comme celle-ci et que toute la lumière est faite sur la question, c'est pas possible de continuer avec le projet. Tout le monde verra qu'on a raison et le projet sera abandonné. Sauf que non. Dans ce monde, il suffit pas d'avoir raison pour gagner. Bien au contraire, les personnes les plus puissantes de ce monde racontent n'importe quoi à longueur de journée. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats. Et ça passe.
Donc, il faut mettre les mains dans le cambouis et essayer de trouver le levier qui va concrètement nous permettre de gagner. Et dans notre cas précis, attaquer directement Sanders par exemple, ou bien les 2 agriculteurs qui portent le projet, c'est difficile. Mais par contre, y arriver par des biais détournés, par les soutiens au projet, ça c'est malin. Prenons par exemple la mystérieuse banque qui finance le projet. Les opposants au projet finissent assez vite par découvrir quelle banque veut financer le poulailler, c'est le Crédit Agricole. Du coup, une personne du collectif d'opposants va prendre un rendez-vous avec un conseiller du Crédit Agricole. Et plutôt que de se présenter directement comme un opposant au projet de poulailler, il va mettre une belle chemise blanche, se recoiffer et présenter les choses différemment. Ah, quelle affaire cette histoire de projet de poulailler à Langoélan. Entre nous, j'aimerais pas être à la place de ceux qui soutiennent le projet. Il paraît que le collectif d'habitants va lancer un recours juridique contre le projet et qu'en plus, ils vont lancer une grosse campagne d'affichage dans les abribus pour dénoncer la banque qui finance le projet. Ah bah ça, c'est clair que ça va pas être bon pour leur image, hein. On va pas être à leur place. Et il finit par comparer cette fameuse campagne d'affichage dans les abribus, qui n'existe pas du tout, hein, c'est un bluff complet, à une autre campagne qui avait lieu à ce moment-là pour dénoncer les pratiques du Crédit Agricole. Regardez, j'ai retrouvé ce post Facebook du collectif qui relayait un post de l'ONG Canopée qui dénonçait à ce moment-là les activités du Crédit Agricole qui finançait en fait l'entreprise Maître Coq qui importait du soja cultivé sur des terres sur lesquelles il y avait de la forêt tropicale et qui avait été déforestée pour installer les plantations de soja. Et donc ça, bien évidemment, pas bon du tout pour l'image du Crédit Agricole. Bien sûr, j'en profite pour passer la grosse dédicace à Clairvy. Clairvy, c'est elle qui avait géré cette campagne-là pour Canopée. Et Canopée, tout simplement, c'est l'ONG de protection des forêts pour laquelle je travaille et pour laquelle Clairvy travaille aussi. On est collègues. Alors bien sûr, ça m'a fait plaisir de voir que le collectif, à l'époque, avait relayé une campagne de Canopée. Mais retournons à nos poulets. L'astuce, elle fonctionne. Le conseiller du Crédit Agricole fait remonter la rumeur à son supérieur comme quoi une campagne d'affichage serait en cours de préparation qui serait très mauvaise pour l'image du Crédit Agricole. Alors le supérieur, lui, il prend ses dispositions et il envoie une lettre au collectif d'opposants dans laquelle il écrit « Sachez que la mise en place des financements concernant les projets soumis à autorisation administrative est conditionnée à l'obtention de ces autorisations et à la purge des recours éventuels. En gros, les financements sont bloqués tant que des recours juridiques sont en cours. » Alors là, les opposants tiennent un super bon filon, donc ils vont s'empresser d'aller chercher un avocat pour lancer un recours juridique et ils vont aller chercher Maître Thomas Dubreuil. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, les avocats, on ne les appelle pas monsieur ou madame comme tout le monde, on les appelle maître. Un avocat, ça coûte assez cher, environ 3 000 à 5 000 euros pour un recours comme celui-ci, donc plusieurs associations et collectifs du coin vont se mettre ensemble pour financer le recours. Il s'agit de la Confédération Paysanne, de l'association Eau et Rivières de Bretagne, de l'association Bretagne Vivante et de 3 riverains et riveraines à titre personnel, dont Isabelle, dont on a parlé au début. Leur objectif, contester l'autorisation environnementale délivrée par le préfet. Celle qu'en d'autres temps on aurait jetée au feu. Dans leur recours, ils se basent principalement sur 2 arguments. Le premier argument, il concerne les émissions d'ammoniac. Parce que l'étude d'impact montre bien que le projet va émettre de l'ammoniac, mais en revanche, elle ne tient pas compte de l'effet cumulé des émissions d'ammoniac par ce projet avec les émissions des 61 autres élevages qui existent déjà dans un rayon de 10 km autour de Langoélan. C'est les élevages de porcs et de volailles qui émettent aussi de l'ammoniac. Et le deuxième argument, c'est que l'étude d'impact n'a tout simplement pas vérifié s'il y avait peut-être des espèces protégées, animales ou végétales, directement sur le site d'implantation du poulailler. Alors oui, on pourrait penser que c'est un détail, parce qu'il n'y a pas des espèces protégées très connues, je sais pas moi, un loup par exemple qui serait au milieu de la parcelle où ils veulent construire le poulailler. Mais le collectif va se mettre à la recherche d'autres espèces protégées, moins connues, et ce qu'ils vont trouver est juste dingue. Ils vont aller chercher des espèces protégées partout sur le site d'implantation du poulailler avec des experts naturalistes et ils vont trouver rien. Voilà, du coup, leur recours ne passe pas, la décision du préfet est validée, le poulailler se construit, cette vidéo est terminée, ciao, bye bye. Et non, vous vous doutez bien que non, mais alors, pourquoi ? Eh bien pour une raison assez ingénieuse. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces projets-là, il y a toujours une zone tampon entre l'espace vraiment du projet et les espaces naturels alentours. C'est pour éviter, si jamais un feu se déclare dans le poulailler, par exemple, qui se propage dans les espaces naturels alentours. Donc il y a une zone tampon où il faut tout débroussailler. Tous les propriétaires de bâtiments ou d'équipements situés à moins de 200 mètres de forêt, landes, maquis et garrigues sont concernés et doivent débroussailler autour de leur maison ou construction. Et si une espèce protégée est découverte sur la zone concernée par l'obligation légale de débroussaillement,
on ne peut pas débroussailler. Et si on ne peut pas débroussailler, le risque de feu demeure. Et si le risque de feu demeure, on ne peut pas construire le projet convenablement. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Donc la recherche reprend de plus belle dans cette zone à débroussailler, qui se trouve être un petit sous-bois. Et là, stupeur, il y a ceci. Et oui, un escargot. Mais pas n'importe lequel. Non, non, non. Un escargot de Quimper. Et l'escargot de Quimper se trouve être une espèce protégée. Donc l'avocat, maître Thomas Dubreuil, s'empresse d'ajouter cette trouvaille au dossier, qui a été déposé le 28 mars 2020, et se met en attente de la réponse du tribunal. Juste avant le jugement, la première personne à se prononcer, c'est le rapporteur public. Le rapporteur public, c'est un membre du Conseil d'État qui va donner un avis sur l'affaire en cours entre le moment où l'instruction est close, c'est-à-dire le moment où tout le monde a défendu son point de vue, mais avant la décision du juge. Et le rapporteur public, dans cette affaire, il va donner un avis défavorable au recours. Il va considérer que les nouveaux éléments apportés ne sont pas suffisants pour faire annuler la décision du préfet. En gros, lui, l'escargot de Quimper, les espèces protégées, les rejets d'ammoniac, ça va, hein. Le 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Rennes rend son jugement. Et il considère que les opposants au projet ont gagné. Et oui, gagné. Bon. Et oui, c'est fou. Regardez ce que dit précisément le tribunal. Les inexactitudes, omissions et insuffisances de l'étude d'impact ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et, en tout état de cause, ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Alors, comme le résume le journal télévisé de France 3. Par ailleurs, dans l'actualité, le projet de poulailler géant à Langoélan, ses opposants viennent d'obtenir gain de cause devant la justice puisque le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté préfectoral autorisant la construction de cet élevage. Les juges retoquent le projet sur 2 points. Une analyse bâclée de la biodiversité des lieux et une prise en compte insuffisante des rejets d'ammoniac. L'autorisation délivrée par le préfet est tout simplement annulée. Et les opposantes sont tellement soulagées et ça se voit sur leur visage, ça fait plaisir à voir. On l'a espéré très fort évidemment, mais est-ce qu'on s'y attendait? Franchement, moi non. Non. Ce projet de poulailler géant à Langoélan ne verra jamais le jour. Cette victoire, elle est vraiment précieuse. Déjà parce qu'elle a permis d'éviter beaucoup de souffrance animale et de pollution à l'ammoniac. Et ensuite parce que les habitantes et les habitants de Langoélan ont pu avoir un impact direct sur leur environnement et ne pas subir un projet qu'on leur imposait. Et enfin parce que les méthodes utilisées elles ont été subtiles et malines. Et je trouve ça assez fou de se dire qu'on est obligé de passer par une histoire d'escargot protégé liée à une loi sur les incendies et la propagation des feux pour éviter la souffrance de centaines de milliers de poulets. Le collectif qui s'est créé, il a grandi. Il s'est appelé d'abord Morbihan contre les fermes-usines et maintenant Bretagne contre les fermes-usines et il essaye de contester ce modèle des fermes-usines partout en Bretagne. Bien sûr, je ne peux pas vous raconter toute leur campagne ici et maintenant, mais il y a quand même 2 choses que j'ai vraiment envie de vous montrer. Ça tourne. Ok. Ok, bonne action. Merci. Dans quel sens? Allez, c'est bon. Et voilà. Cette vidéo a été diffusée en direct en mars 2022 sur la page Facebook de Bretagne contre les fermes-usines. On y voit des militantes et des militants qui arrêtent un train de marchandises à visage découvert et qui ouvrent les vannes du train. Une grande partie des céréales qui se trouvent à bord sont déversées sur les rails. Ces céréales, ils devaient alimenter l'entreprise Sanders. Le message que les militantes et militants essayent de faire passer, c'est ça. Mais on dénonce et on attaque un système beaucoup plus important que juste ce gaspillage qui est fait à l'instantané. Aujourd'hui, à l'appel du collectif Bretagne contre les fermes-usines, les militantes et militants défendant une terre vivante et nourricière se sont coordonnés pour exprimer un message d'alerte. Le système agro-industriel hors-sol va droit dans le mur. Les dégâts multiples et irréparables infligés à l'environnement sont une provocation face à l'urgence sociale et climatique.
Il faut dire que l'action, elle est assez osée et les militants, ils se prennent assez rapidement un shitstorm médiatique. Et alors qu'on redoute une pénurie internationale de blé, surtout au Maghreb d'ailleurs, avec l'arrêt des productions en Russie et en Ukraine, des écologistes ont fait arrêter un train rempli de blé. Ils ont déversé une partie du chargement sur les rails pour apparemment défendre une agriculture raisonnée. Sauf que leur action suscite l'indignation générale qualifiée de tous les mots écoutés par la présidente de la FNSEA, premier syndicat agricole, Christiane Lambert. Moi, je suis scandalisée d'une telle action. C'est un écoterrorisme, c'est du terrorisme vert, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Qui sont ces gens qui s'érigent en justiciers de savoir qui a le droit de faire quoi? C'est plus du militantisme, c'est du terrorisme. Indécente, inconséquente, intolérable, l'action menée ce samedi 19 mars à Pontivy par les militants écologistes suscite des réactions indignées des représentants agricoles notamment. Mais les militants assument pleinement l'action, ils la regrettent pas du tout, comme l'explique par exemple François, qui est l'une des personnes qui a participé à l'action. Là, le délit, nous l'avons provoqué, nous le revendiquons, c'est pas commun, caché, ça. on s'est pas caché. Bien sûr, Sanders a fait un procès aux personnes qui ont participé à cette action et plusieurs autres acteurs se sont associés à ce procès en tant que partie civile. C'est le cas par exemple de la FNSEA, qui est le syndicat agricole productiviste. Et ce qui est intéressant, mine de rien, c'est que du coup, Bretagne contre les fermes-usines devient un adversaire en justice de la FNSEA et de Sanders. Et de fait, ça leur donne une tribune, ça leur permet d'utiliser ce procès pour en faire non pas leur procès à eux, mais le procès de l'agrobusiness qui va droit dans le mur. Et ces actions-là nous permettent de mobiliser, d'interpeller les médias comme vous pour capter l'opinion publique et lui faire passer le message que le vrai procès, les vrais impacts et les vrais délinquants au niveau environnemental, ce ne sont pas nous, c'est l'agro-industrie et le système des fermes-usines. Les membres du collectif Bretagne contre les fermes-usines expliquent aussi que cette action leur a donné de la visibilité et que des élus locaux qui ne s'intéressaient pas à eux précédemment, maintenant les considèrent comme un acteur important. Maintenant, il faut dire que c'est difficile aussi pour les personnes qui ont fait l'action. Elles sont 12 personnes à être mises en examen depuis 2022 et qui attendent toujours, à l'heure où je tourne cette vidéo, une date de procès. L'autre chose maintenant dont je voulais vous parler, vous allez voir, c'est beaucoup plus léger, parce que le collectif Bretagne contre les fermes-usines, il est aussi assez créatif et bien rigolo. Il y a une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, que vous avez certainement déjà vu, c'est celle-ci. Salut à toi, jeune entrepreneur. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Mais avec moi, c'est comme ça que ça marche, ok? Et bien regardez ce que Bretagne contre les fermes-usines en a fait. Salut à toi, jeune consommateur. Alors si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Savais-tu qu'à chaque fois que tu mets 100 balles de course dans ton caddie, seulement 6 € vont dans la poche des agriculteurs? Alors si toi aussi tu préfères participer à un meilleur système alimentaire qui rémunère correctement les travailleurs et qui prend soin du vivant, je t'invite à te poser les bonnes questions. Alors, tu veux continuer à faire pitié? À consommer des produits cultivés à l'autre bout du monde? Moi, je crois que la question elle est vite répondue. Avec moi, c'est comme ça que ça marche. Voilà, malgré les enjeux qui sont importants et la situation personnelle de certaines militantes ou de certains militants qui est vraiment difficile, ils perdent pas leur bonne humeur et ça c'est essentiel pour pouvoir durer dans une lutte comme celle-ci. Le collectif Bretagne contre les fermes-usines va continuer à se structurer d'ailleurs et est en train de se mettre en lien avec d'autres collectifs au niveau national. Ensemble, ils vont fermer la coordination de résistance aux fermes-usines appelée RAFU. Cette structuration elle va être primordiale dans les années à venir, notamment pour échanger des stratégies juridiques. Par exemple, ce qui a fonctionné à Langoélan va pouvoir fonctionner peut-être ailleurs et ce qui a fonctionné ailleurs pourra fonctionner à nouveau en Bretagne, parce que oui, il y a d'autres projets de poulaillers géants qui sont en cours en Bretagne en ce moment, en plus des 3000 projets qui existent déjà, des 3000 poulaillers qui existent déjà et qui sont répertoriés notamment par Greenpeace sur cette carte. Si vous voulez les aider, si vous voulez donner un coup de pouce à Bretagne contre les fermes-usines, vous pouvez leur faire un don sur la cagnotte dont je mets bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, à côté de mon travail pour protéger les forêts françaises avec l'ONG Canopée, j'ai envie de continuer d'explorer et d'analyser des luttes écolo ou sociales qui ont été victorieuses, plus ou moins anciennes, pour voir ce qui a fonctionné,
pour pouvoir le répliquer et puis pour donner aussi un petit peu d'espoir. Si vous voulez m'aider dans cette initiative, je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner aussi à mon compte Instagram et puis pourquoi pas si vous pouvez me faire un petit don sur le Tipeee parce que les images d'archives que je passe, je les achète et ça coûte quand même 320 € pour 1 minute d'image, notamment pour les images de télé de France 3. Je vous mets naturellement aussi en description de la vidéo toutes les sources que j'ai utilisées, comme ça si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller farfouiller un petit peu dedans directement. Allez, prenez soin de vous, on lâche rien.